À tous. Merci au CPIE Pays Gersois pour son invitation et son président pour ses mots d'accueil. Donc, je vais partager mon écran. Donc, c'est toujours le moment un petit peu sensible de l'opération, mais je pense que ça va bien se passer. Donc, affichage, mode plein écran. C'est ça, Voilà. Et c'est tout. on est parti pour parler du changement climatique en Occitanie et des impacts sur l'environnement. Alors je voulais commencer cette présentation en rappelant le contexte planétaire du changement climatique, hein, et en citant les propos du GIEC dans son dernier rapport de 2014, en sachant que le prochain rapport sera publié l'été prochain. Voilà, le GIEC évoquait en 2014 les émissions de gaz à effet de serre récentes d'origine anthropique humaine, qui sont aujourd'hui les plus élevées de l'histoire de la planète, et le changement climatique qui a des impacts significatifs et étendus sur les systèmes naturels et humains. Ça, c'est le constat de 2014. Ce que je voulais regarder, c'est où on en était en 2020, et par rapport au dernier rapport qui a été publié par l'Organisation mondiale de la météorologie en début de cette année. Alors sur le premier onglet, l'élévation des températures, en 2012, on était à une élévation de température au niveau planétaire de 0,85 degrés. On est aujourd'hui à 1,2 degré. Donc on est vraiment sur une accélération de ce changement climatique depuis au cours des 10 dernières années. Sur l'élévation du niveau de la mer, c'est pareil. Donc, on a un rythme de hausse du niveau de la mer qui s'est multiplié par deux sur la période récente par rapport au XXe siècle. L'acidification de l'océan s'est aussi accentuée et la concentration de gaz à effet de serre atteint maintenant 415 parties par million. Au moment de la COP 21, on n'était pas encore à 400. Donc là aussi, on est sur des signaux qui sont toujours très préoccupants sur cette question du changement climatique. Alors, pour aborder la modélisation du climat futur, la communauté climatologique et notamment le GIEC s'appuie sur des scénarios socio-économiques qui sont traduits en fait en termes de forçage radiatif, c'est-à-dire finalement d'énergie supplémentaire qui est conservée au niveau de la planète et qui induit le réchauffement. Donc il y a plusieurs chiffres de, de forçage radiatif, donc d'énergie supplémentaire qui sont utilisés pour faire des simulations. Donc depuis le RCP 8.5, donc ça c'est le scénario qui est le pire considéré en termes d'énergie supplémentaire reçue, jusqu'au RCP 2.6 qui lui correspond à un scénario plus réduit en termes d'énergie. Alors ces scénarios, ils se traduisent aussi avec des trajectoires au cours du 21e siècle. Donc c'est le graphique que vous avez sur votre droite en haut, avec un RCP 8.5, une poursuite finalement de cette énergie supplémentaire reçue au niveau de la planète tout au long du 21e siècle, alors que les scénarios 2.6 par exemple marqueraient une tendance différente dès le milieu du siècle, et ça correspond en gros à des scénarios dits de neutralité carbone, puisqu'aujourd'hui on est sur ce aspect-là de la réflexion. Et donc, ces scénarios socio-économiques sont ensuite utilisés, prescrits aux modèles climatiques qui le traduisent en évolution de température et des différents paramètres climatiques à l'échelle de la planète. Ce que les modèles climatiques nous donnent sur l'évolution du climat sur la planète, c'est une élévation de température qui se retrouve dans tous les scénarios considérés, bien sûr, et qui se prolonge jusqu'en milieu de siècle à peu près, un petit peu avant, un décrochage un petit peu avant, donc le scénario 2.6. Et donc voilà, donc cela a introduit cette notion d'adaptation, c'est que aujourd'hui, donc déjà le climat s'est réchauffé, mais il va continuer à se réchauffer au cours des 2 prochaines décennies. Et puis, si on continue à émettre toujours autant de gaz à effet de serre, donc à ce moment-là, on reste sur la courbe rouge et on se retrouverait à ce moment-là en fin de siècle avec un changement climatique qui serait vraiment particulièrement intense, au-delà de 4 degrés à l'échelle planétaire.
Et voilà, donc cette évolution-là, elle aurait de graves conséquences et il faut absolument l'éviter. C'est ce que cherche à faire donc que ce soit le GIEC dans ses différentes communications, mais aussi les accords de Paris. Et donc voilà, donc c'est tout l'effort d'atténuation qui est indispensable. Donc c'était juste pour réintroduire ces termes-là. Et ensuite, donc, en termes de changement climatique, on parle bien sûr du réchauffement, mais ce n'est pas uniquement la température qui est en jeu. Et donc, le changement climatique, il concerne donc beaucoup d'écosystèmes et donc notamment donc la fonte des calottes glaciaires donc au niveau des pôles, mais aussi donc les glaciers continentaux. Donc ça, c'est des choses qui sont déjà bien engagées au niveau planétaire, l'augmentation du niveau des océans, mais aussi l'intensification du cycle de l'eau et l'aggravation des événements extrêmes, que ce soit donc les vagues de chaleur, les sécheresses, les pluies extrêmes, les cyclones. Donc tous ces événements-là extrêmes, ils sont rendus plus probables, plus intenses, donc avec le changement climatique. Donc voilà un petit peu les enjeux à l'échelle donc planétaire. Si on revient sur la région Occitanie, et moi j'aime bien démarrer finalement ce constat du changement climatique avec une illustration finalement du climat qui a déjà changé à travers les glaciers des Pyrénées. Donc là, le glacier d'Ossou sur le massif du Vignemale, donc qui a régressé de manière très importante entre le début du XXe siècle et aujourd'hui. Il a perdu donc 1 kilomètre à peu près donc en termes de longueur et sa surface donc aussi s'est réduite de 110 hectares à seulement 46 hectares et ça c'était en 2011. Cette évolution a continué. Alors, si l'on se rapproche du Gers, donc pour analyser le changement climatique donc, au niveau du département, on utilise donc des longues séries climatologiques disponibles. Ces longues séries, il faut assurer quelques traitements statistiques pour ne conserver que le signal climatique, en sachant que depuis, au cours des 60 dernières années, le matériel d'observation a changé, l'environnement de mesure a changé et donc on est amené donc à faire un petit travail d'homogénéisation sur les séries avant d'utiliser les données. Donc, ce n'est pas exactement la série brute de température que vous connaissez peut-être à Hoche. Donc, c'est une série qui est dite homogénéisée. Et donc, ce qu'elle nous dit, cette série homogénéisée depuis donc, les années 60, donc vous avez le diagramme en haut à droite. Donc, ce sont les températures moyennes annuelles, donc avec une moyenne qui est celle de la période 61-90. Et donc, ben, on voit qu'au cours des 30 dernières années, donc on n'a que des bâtons rouges, donc on est toujours au-dessus de la normale. Et l'année la plus chaude, c'est 2020. Et donc, les températures moyennes ont augmenté à Auch d'environ 1,5 degré depuis les années 60 et même 2 degrés quand on considère l'été. Donc ça, c'est le diagramme à gauche. Et si on se reportait avec une référence qui serait au début du XXe siècle, donc là, je ne vous montre pas, mais on atteint déjà les 2 degrés en Occitanie depuis le début du XXe siècle. En termes de précipitations, donc rappelez que la région bénéficie finalement d'un apport régulier et important de précipitations sur la région, hein, donc du moins en moyenne. Donc ces précipitations, elles sont plus importantes à proximité du relief et quand on s'approche de l'océan. En termes de tendance, donc là vous avez la série homogénéisée, donc en bas à gauche, toujours sur Hoche. Donc avec toujours la référence 61-90 depuis 1959. Donc on voit principalement donc finalement une succession d'années humides et d'années sèches. On a une légère tendance cependant à la diminution des précipitations voilà, depuis les années 60. Donc un autre élément important donc du changement climatique en Occitanie, c'est l'élévation des températures qui se traduit en termes d'extrêmes. Alors, donc là, je suis plus à Auch, mais je suis pas très loin, donc je suis à Toulouse. Et donc, c'était le nombre de journées chaudes à Toulouse. Donc, une journée chaude, c'est lorsque la température maximale dépasse les 25 degrés. Et donc, là aussi, donc c'est le diagramme de gauche depuis les années 60, cette élévation
ce nombre de journées chaudes donc, augmente régulièrement. Donc, il augmente au rythme de 5 journées par décennie. C'est vraiment un rythme particulièrement fort. En termes donc d'événements de vagues de chaleur, et donc on en connaît les conséquences sanitaires. Donc ce sont cette représentation sous forme de bulles que vous avez à droite. Donc cette fois-ci, donc on est sur l'ensemble de la région Occitanie. Les événements de vagues de chaleur, ils sont représentés alors en abscisse en termes de durée. L'ordonnée, c'est la température moyenne maximale qui est observée au cours de l'événement, et la taille de la bulle donne finalement la sévérité de la bulle à travers la somme de températures que l'on y rencontre. Donc l'événement le plus fort en Occitanie, ça reste la vague de chaleur de 2003, mais des vagues de chaleur de 2019 aussi ont été beaucoup plus courtes, mais par contre très intenses. Et si on regarde le nombre d'événements depuis 1947, donc on a une chronique particulièrement longue, eh bien on voit donc, j'ai séparé mon échantillon en deux. En gris, c'est la première période, et en orange, c'est la deuxième, et on voit que la fréquence, le nombre de vagues de chaleur a été multiplié par 4 au cours des dernières décennies. Sur la seconde période, on a 26, même un peu plus que 4, 26 vagues de chaleur depuis 1984 contre seulement 6 précédemment. En termes de présence du froid, on a une évolution inverse, mais pas tout à fait symétrique. Quand on regarde donc la diminution du nombre de jours de gelée donc, à Toulouse, donc on voit que ce nombre de jours de gelée, il a diminué, mais seulement à un rythme de 1 à 2 jours par décennie. Donc, on pourra peut-être revenir sur la question du gel printanier qu'on a connu cette année, si on a le temps. Et puis en termes donc également de vagues de froid, donc c'est la même représentation que précédemment. Donc en gris, les vagues de froid avant 1984, en bleu, celles qui sont plus récentes. Et donc la diminution des événements donc, qui est observée, elle est beaucoup plus réduite. On a une diminution de 30% à peu près en termes d'événements. 23 événements avant 84 et 15 depuis. Alors donc aujourd'hui, on parle d'agriculture, on va parler d'environnement. Donc il y a un paramètre qui est essentiel pour aborder ces questions-là, c'est l'évapotranspiration, c'est-à-dire c'est le paramètre qui intègre à la fois l'évaporation du sol et la transpiration des végétaux. Donc, toujours à Toulouse, cette évapotranspiration, donc elle augmente de manière quasi continue, là aussi depuis les années 60, en lien avec le réchauffement. Et elle est particulièrement importante puisqu'on a une évapotranspiration qui a augmenté de l'ordre de 200 millimètres entre 1960 et 2020. Donc, on a un rythme à peu près de 30 millimètres par décennie. Et la traduction de cette augmentation de l'évapotranspiration, ça correspond à un assèchement du sol. Alors le premier graphique, donc en haut à gauche, c'est l'humidité moyenne du sol au cours de l'année. Et en jaune, vous avez la moyenne 61-90, en vert, vous avez la moyenne 81-2010, et puis les deux courbes qui sont au-dessus et en dessous, ce sont les valeurs extrêmes observées donc, depuis les années 60. Et voilà, donc on a le cycle annuel, donc le sol il est plus humide l'hiver et il est plus sec l'été. Et ce qu'on voit donc avec la flèche rouge, elle montre finalement que la période de sol sec, elle s'est étendue déjà au cours de la période 81-2010 par rapport à 61-90. Le sol s'est déjà asséché de 7% à peu près, donc en termes de contenu en eau sur la différence entre ces deux périodes de 30 ans. Et ça se traduit aussi par une fréquence beaucoup plus importante des événements de sécheresse dans la région Occitanie, particulièrement sensible depuis les années 90, enfin ou 89, qui était une année déjà de grande sécheresse. Donc ça, c'est le diagramme qui est en haut à droite. Et on voit donc que ces événements de sécheresse, ils se sont multipliés en termes de fréquence ou d'intensité d'un facteur 3 à peu près depuis les années 60. Et on repère donc nos différents événements très forts de sécheresse sur la région. Autre type d'événements extrêmes qui sont importants à considérer pour des problématiques d'environnement et d'agriculture, ce sont les pluies extrêmes. Alors, c'est un paramètre qui est difficile à étudier, donc on regarde donc les pluies extrêmes donc, au pas de temps quotidien. Donc on a un signal en termes d'observation sur les régions méditerranéennes, donc sur la partie littorale méditerranéenne de la région Occitanie, avec une hausse de ces précipitations extrêmes. On n'a pas ce constat aujourd'hui avec les observations sur la région, la partie Midi-Pyrénées,
Mais par contre, donc, ceci est vrai au pas de temps quotidien. Donc, on a des travaux aussi pour essayer de le regarder au pas de temps horaire, qui est celui des orages les plus intenses que l'on peut observer. Et puis, donc, concernant les tempêtes, donc, on a une variabilité selon les. Donc, là, on a un graphe qui commence en 1980. Cette fois, il est une période un petit peu plus courte. Il va jusqu'en 2020. On voit qu'on a eu un peu moins de tempêtes dans la période de la première décennie du 21e siècle, mais qu'on n'a pas réellement de tendance. Et là, on a retrouvé un peu plus des fréquences de tempêtes un peu plus importantes, de le même ordre de grandeur que ce qu'on avait dans les années 80. Donc voilà pour la présentation donc, du changement climatique tel qu'il est mesuré aujourd'hui en Occitanie. Et la question, c'est demain, comment ce changement climatique va continuer donc, à se manifester. Alors, je voudrais d'abord donc, vous présenter les jeux de données avec lesquels on travaille pour aborder ces questions-là, et notamment le jeu Drias 2020 qui a été mis au point en cours d'année dernière et qui a fait l'objet de différentes communications, notamment en début d'année. Alors, donc c'est les jeux de référence pour la France. Ils intègrent trois scénarios climatiques, donc RCP 2.6, RCP 4.5 et RCP 8.5, donc que je vous ai introduit précédemment. On utilise donc une sélection de modèles climatiques, au départ des modèles globaux qui sont issus d'un exercice CMIP5. Alors CMIP5, en gros, ce sont les modèles qui ont servi au 5e rapport du GIEC. Et donc à partir de ces modèles qui couvrent l'ensemble de la planète, donc, on a une sélection qui a été réalisée des meilleurs modèles pour la modélisation du climat sur l'Europe. Donc, et ensuite, on a une modélisation régionale à l'échelle de l'Europe. C'est ce qu'on appelle Eurocordex, euh, qui permet donc de sélectionner un certain nombre de modèles climatiques. Ce sont des couples entre des modèles globaux et des modèles régionaux. Voilà, et on sélectionne donc les meilleurs couples pour représenter l'évolution du climat en France. Donc, ce sont ces couples-là qui sont utilisés dans l'ensemble DRIAS 2020. Donc, lorsqu'on utilise des modèles régionaux, on passe d'une couverture de l'ordre de 150 km à l'échelle de la planète à une couverture de 12 km sur l'Europe. Et il y a une dernière étape en termes de traitement des données, c'est ce qu'on appelle l'ajustement statistique, donc sur le climat de la France. Et donc, on utilise une base de données qui est assez connue en climatologie qui s'appelle la base Safran. Et au final, donc, notre jeu DRIAS 2020, il est à la résolution 8 km sur l'ensemble de la France. Donc, et ce sont ce type de représentation que je vais utiliser par la suite. Alors, donc, à l'échelle de la France, le jeu DRIAS 2020, donc, qui a réactualisé finalement la connaissance de l'évolution attendue du changement climatique en France, donc avec ces trois scénarios, donc vous avez le graphe en haut, donc à droite, donc en rouge pour le RCP 8.5, en marron pour le RCP 4.5, en vert pour le RCP 2.6, et vous voyez les fourchettes de température attendues, 3 degrés 9 en fin de siècle avec un RCP 8.5, 2 degrés 1 pour un RCP 4.5 et 1 degré pour le RCP 2.6, avec donc ce profil d'augmentation, une hausse de température donc, qui est plus forte l'été, hein, jusqu'à 4 degrés 5 en RCP 8.5. Et donc, ce sont les graphiques que vous avez donc en bas, en droite de la diapo, avec des graphiques par saison, par RCP, hein, et puis également par horizon temporel. Donc, la première horizon temporel, c'est 2021-2050, 2041-2070 pour le deuxième et 2071-2100 pour le dernier. Et ce que l'on voit aussi, c'est que ce réchauffement climatique, c'est la carte qui est en bas à gauche, elle est plus forte sur la moitié sud de la France, et notamment le sud-est, que sur le nord-ouest. Donc, on a un écart, voilà, un petit gradient sud-est-nord-ouest sur la France. Donc, avec un réchauffement plus fort dans le sud. En termes de précipitations, d'évolution des précipitations, on a un signal qui est très différent de celui des températures. Donc, la France est dans une zone de transition climatique entre donc l'Europe du Nord qui voit augmenter ses précipitations,
l'Europe du Sud, la Méditerranée, l'Afrique du Nord qui les voit diminuer. Et voilà, donc on est sur finalement donc un signal assez stable, de stabilité des précipitations, mais avec une grande incertitude quand même entre les modèles climatiques, certains allant plutôt vers une augmentation et d'autres vers une diminution. Un autre message important, c'est le contraste saisonnier qui est attendu donc en climat futur avec une hausse des précipitations en hiver et une diminution des précipitations en été. Et également donc un contraste géographique que l'on retrouve sur la carte en bas et donc à gauche, et avec une augmentation des précipitations plutôt dans la moitié nord et une diminution de la moitié sud, ceci en lien avec le contexte général d'évolution des précipitations à l'échelle continentale. Alors, si on revient rapidement donc sur la région Occitanie, pour préciser donc le signal, et peut-être en se positionnant à un horizon qui est un horizon important, je pense, pour l'adaptation, qui est celui de 2050. Donc, on a une poursuite du réchauffement annuel, quel que soit le scénario, avec une valeur moyenne attendue. Alors, cette fois-ci, donc, par rapport aux chiffres que je vous présentais précédemment, qui s'appuyaient sur une référence au 76-2005, j'ai voulu les adapter au climat actuel. Donc, cette fois-ci, je suis avec la référence actuelle, donc le climat 2001-2020. Et donc, d'ici 2050, on attend 1 degré de plus en RCP 4.5 et 1,5 degré de plus en RCP 8.5, avec un réchauffement qui est plus marqué l'été et la poursuite de l'augmentation de la fréquence des vagues de chaleur au même rythme que ce que l'on a déjà vécu précédemment. En termes de précipitations, donc sur la région, donc on n'attend pas vraiment d'évolution du cumul à l'horizon 2050, mais une hausse donc qui est attendue en hiver de l'ordre de 10% déjà en 2050 et une baisse en été de l'ordre de 10%, et un nombre de jours de pluie qui diminue légèrement et qui, notamment en été, donc avec des possibilités d'événements de sécheresse estivale récurrents. La traduction également donc de ces évolutions climatiques, des précipitations qui sont stables, avec une répartition différente au cours de l'année et une augmentation de la température, donc qui va se traduire aussi par une augmentation de la précipitation. Un élément important de l'évolution, ça va être la poursuite de l'assèchement des sols en toute saison, avec une augmentation de la période de sol sec de l'ordre de 2 mois à l'horizon 2050. Voilà. Et en fin de siècle, on pourrait se retrouver dans une situation où l'humidité moyenne correspondrait aux situations de crise d'aujourd'hui, mais espérons bien que nous n'y arriverons pas. Voilà, donc je ne vais pas plus loin sur les aspects déclinaison du changement climatique en agriculture, donc, puisque ça fera l'objet de la présentation suivante. Je voudrais donc vous parler un petit peu donc du portail DRIAS, donc où vous pouvez récupérer les données que je vous ai présentées aujourd'hui, mais vous pouvez aussi trouver donc tout un ensemble de documents pour comprendre le changement climatique. C'est l'espace accompagnement et un outil pour produire des cartes à façon sur, voilà, sur vos zones d'intérêt et avec tous les indicateurs donc, qui peuvent vous intéresser. Donc, il y a un rapport qui a été produit en début d'année, qui est également disponible sur ce site. Donc, le rapport DRIAS 2020 qui présente le jeu de données DRIAS 2020 et l'ensemble du diagnostic que l'on peut en obtenir sur la métropole et poser beaucoup de questions finalement sur l'utilisation de ce jeu de données et la comparaison avec les jeux de données précédents. Sur le portail DRIAS et donc associé au jeu DRIAS 2020, puisqu'aujourd'hui on parle d'agriculture, il y a donc notamment de nouveaux indicateurs agroclimatiques disponibles, donc autour de sommes de température, base 0, base 6, de date de reprise de la végétation, des résultats sur les premières gelées. Voilà, et donc vous pouvez produire des cartes un petit peu comme c'est présenté en dessous. Donc voilà, donc c'est facile d'utilisation pour aller alimenter différents rapports que vous voudriez produire. Voilà, donc en conclusion, donc, le changement climatique donc, est en cours, il est mesurable sur la région Occitanie. Donc, il y a un focus à faire particulièrement sur les événements extrêmes. Et à l'horizon 2050, donc, ben, on voit quand même à peu près donc, les ordres de grandeur des évolutions attendues, plus 1 à plus 1,5 degré, avec donc, ces événements extrêmes qui deviennent plus fréquents tels qu'on les a vus. Et
Voilà, donc je vous propose de m'arrêter là. J'ai une diapo supplémentaire donc, sur le gel printanier, mais en fonction des questions que vous pourrez poser. Merci beaucoup, Monsieur Soubérou. Du coup, il y a deux questions dans la discussion. Sandrine, tu veux les lire ou... Oui, donc il y a deux questions qui sont apparues. Donc, vous avez parlé de modification de la pluviométrie et de sécheresse, mais moins d'inondation. Pourriez-vous nous en dire un peu plus sur cet aspect? Donc, c'est Monsieur Benjamin Clerc qui nous pose cette question. Et les mesures sont-elles seulement de Toulouse ou existe-t-il des mesures plutôt gersoises? Alors, donc, j'ai essayé d'utiliser le maximum d'informations sur le département du Gers. Alors, donc, donc vous avez vu donc, la série de Hoche à plusieurs moments. Donc, il n'y a pas de différence de diagnostic entre le Gers et la Haute-Garonne. Mais bon, donc c'est vrai que quand j'avais des séries locales du Gers, je les ai utilisées. Donc, j'ai pas utilisé le mot inondation. Je parlais des précipitations extrêmes. Et j'ai dit que le signal d'évolution des précipitations extrêmes, il était aujourd'hui avéré sur la partie méditerranéenne de la région occitanie. Il n'était pas avéré, démontré sur la partie plus gasconne, mais ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Ça veut dire qu'aujourd'hui, donc, parce que c'est aujourd'hui, donc avec les observations dont on dispose, on ne peut pas le mettre en évidence de manière robuste. Et j'ai dit qu'il fallait être prudent, notamment sur la question des orages, parce qu'on n'a pas encore de séries suffisamment longues pour pouvoir faire des études statistiques également qui soient, qui soient référentes. La question des inondations, elle est plus vaste que ça, parce que donc la genèse des inondations, donc elle peut être multiple, elle peut être associée aux orages, mais elle peut être aussi associée à des cumuls de précipitations l'hiver, comme on a connu notamment cette année, avec des inondations catastrophiques sur le bassin de la Garonne, qui étaient liées à des précipitations importantes, mais pas sur une journée, mais plutôt sur 2 mois. Et donc là, ce phénomène-là, aujourd'hui, donc, on n'a pas vraiment de diagnostic sur l'évolution. Donc, il faut être prudent. Et il y a un projet national qui démarre, qui s'appelle Explore 2, qui va travailler donc, sur finalement prolonger les travaux, les jeux de données DRIAS 2020 pour l'hydrologie, qui devrait nous apporter des réponses sur le risque d'inondation, notamment donc, sur le département du Gers. Merci pour ce complément de réponse. Nous avons une autre question de Gauthier Jacquemin qui nous dit « Je croyais avoir compris que les projections climatiques ne parvenaient pas à conclure concernant l'évolution de la fréquence des tempêtes dans le futur. Mais qu'en est-il exactement ?» Et alors, donc, effectivement, je ne vous en ai pas parlé dans le futur, je vous ai parlé dans le présent. Donc, dans le rapport DRIAS 2020, donc, on a abordé la question des tempêtes et des vents forts. Et le diagnostic que l'on a aujourd'hui sur la France, c'est que les modèles climatiques ne convergent pas pour apporter une solution, un signe sur l'évolution des tempêtes. Et que finalement, voilà, la différence du signal, il dépend des modèles, il ne dépend pas des scénarios climatiques. Donc finalement, qu'on soit sur un scénario où on a de fortes concentrations de gaz à effet de serre ou un scénario plus vertueux, c'est pas ça qui induit le changement sur le comportement des modèles. Donc on a une part d'incertitude qui reste. De manière générale, le signal que l'on attend plutôt, c'est que la trajectoire des tempêtes remonte vers le nord. Mais ce n'est pas forcément réalisé par tous les modèles climatiques. Et donc, le statu quo est sûrement la meilleure décision à prendre en termes d'analyse de risque. Merci beaucoup. Une dernière question, en fait, mais c'est par rapport au site que vous avez mis en lien, la DRIAS Climat, savoir si les cartes étaient accessibles ou est-ce qu'il fallait créer un compte ou pas. Alors, un autre intervenant nous a dit que les cartes étaient accessibles en direct. C'était juste une question technique pour que vous puissiez nous confirmer Oui, c'est vrai. Donc, l'accessibilité des documents.
Alors, sur ce site, donc vous faites bien d'en parler. Donc, les cartes sont en accès direct. Il n'y a pas besoin de créer un compte, de même pour tout ce qui relève donc des informations éditoriales, pour récupérer les données. Donc, il faut créer un compte, mais c'est une opération simple. Et donc, ces données sont libres d'accès, elles sont gratuites. Le compte, il nous permet finalement de mieux vous identifier pour ensuite pouvoir déjà justifier de l'utilisation du site et puis éventuellement vous faire passer de l'information. Donc quelque part, quand vous créez un compte, vous apparaissez comme un utilisateur chez nous, donc vous êtes référencé, mais c'est libre, gratuit et voilà, donc il n'y a aucune difficulté à le faire. Ah, ça y est. Oui, effectivement, on vous enverra la présentation, le diaporama là, de Monsieur Soubérou qui nous avait donné son accord. Il reste encore du temps pour les questions. Est-ce que on peut vous laisser voilà quelques minutes pour y réfléchir, donc soit par la discussion, s'il y en a voilà, qui veulent prendre la parole, voilà, on Voilà, sinon moi peut. je peux vous parler de la question du gel printanier, du lien avec le changement climatique, parce que ça a été quand même un événement particulièrement dramatique, alors de manière générale en France, mais aussi sur le département du Gers. Donc j'avais prévu de vous en parler, donc en fonction des questions. Donc peut-être s'il y en a. Il y a une nouvelle question qui vient d'arriver. Et après, Ah, si vous voilà. voulez faire D'accord, votre parfait. dernière diapo, tu veux le faire, Sandrine? Alors, donc, c'est Thomas Roussel de l'OFB du Gers qui vous demande, du coup, si pour l'augmentation de la pluviométrie en hiver et la baisse en été, est-ce que ça correspond à un climat comme à Montpellier avec des épisodes cévenols ou ça sera encore différent? Est-ce qu'on peut Non, comparer ce climat gersois à un climat plus méditerranéen? ouais, non, donc c'est. Oui, enfin, la question est tout à fait pertinente. Je n'avais pas pensé d'ailleurs à faire ce lien-là, donc c'est une très bonne remarque. Donc j'y réponds par la négative. Donc il ne s'agit pas d'une remontée du climat méditerranéen vers le bassin aquitain. Il s'agit voilà, d'une répartition différente des précipitations au cours de l'année et donc qui se retrouvent sur l'ensemble de la France. Hein, on le voyait sur une diapo qui concernait la France et encore plus sur la moitié nord, donc avec donc des précipitations plus importantes donc l'hiver et une période plus sèche l'été. Et voilà, donc cette évolution, elle se décline aussi dans les régions méditerranéennes. Et voilà, donc les régions méditerranéennes aussi connaissent cette évolution et qui viennent peut-être se rajouter à leur climat actuel. Ça veut dire que pour les régions méditerranéennes, les précipitations aujourd'hui, elles se produisent principalement donc, au printemps et à l'automne, et que donc finalement la saison des plus fortes pluies pourrait aussi s'étendre à l'hiver. Ça serait un petit peu ça la question si on devait s'intéresser plus particulièrement donc, à ce climat-là. Pas d'autres questions pour le moment. Donc, si vous voulez faire votre dernière diapo, Monsieur Voilà, donc Soubirous. voilà, moi les événements là de gel qu'on a connus donc début avril dans le département du Gers auront été, je pense, vraiment dramatiques. Et donc je voulais revenir dessus. Donc le premier graphique qui est en haut à gauche, c'est l'évolution de la température minimale et maximale à Auch sur la période du 1er mars au 30 avril. Et on est en bleu quand on est en dessous de la normale climatologique et en rouge quand on est au-dessus. Alors, donc, si je vais essayer avec la souris, donc je pense que vous allez voir. Donc, on a eu cette période très chaude donc, de la fin du mois de mars où les températures maximales étaient nettement au-dessus de 20 degrés, donc qui avait vraiment favorisé le démarrage de la végétation. Et il s'est suivi donc alors là on est sur les températures maximales, alors je change de graphe, je vais sur les températures minimales. Et donc là on a le premier épisode qui a été très froid, qui est avec des températures minimales qui sont descendues jusqu'à pratiquement -3, -4 degrés sur le Gers. Donc là on est aux alentours du 7, 8, 6, 8 avril. Et puis on a eu un deuxième épisode qui a été très long, qui a été un peu moins
intense, mais à peine moins intense, mais qui a été très long, donc qui s'est produit autour de la période là, du 12 au 17 avril, où de nouveau, on a eu donc du gel qui a été fréquent sur le département et notamment sur Auch. Alors, voilà, donc, et la question qui a été posée, c'est finalement quel lien avec le changement climatique? Est-ce que le changement climatique rend les gelées printanières plus intenses, plus fréquentes? Donc là, sur la série de Toulouse, donc on regarde quelle est la date de la dernière gelée. Donc j'ai pris comme seuil, pas exactement 0 degré, mais 0,5 degré, en sachant qu'il y a un petit effet îlot de chaleur urbain sur Blagnac, donc pour être en meilleure correspondance donc avec les zones plus rurales autour. Donc, et on voit donc, donc la date à laquelle se produit la dernière gelée. Donc on voit ici les gelées du mois d'avril 2021, donc qui sont particulièrement tardives. Et puis, mais par contre, une tendance de fond de diminution, de diminution. Que la dernière gelée se produise plus tôt dans l'année, donc un avancement moyen des dernières gelées de près de 30 jours en 60 ans. Donc, elles ont lieu en moyenne plutôt vers la mi-mars, alors qu'elles avaient lieu avant vers la mi-avril. Donc, l'effet du réchauffement climatique, il est particulièrement fort pour faire diminuer ces dates d'apparition des gelées dans notre climat d'aujourd'hui. Mais par contre, donc, en même temps que ce réchauffement climatique, il rend les gelées moins fréquentes, eh bien, il joue sur l'avancement des stades végétatifs. Et si on regarde la somme des températures base 10 degrés, par exemple, eh bien, on a des sommes de température qui augmentent très, très vite, donc beaucoup plus vite donc, au mois de mars et d'avril de nos jours que ce qu'on avait dans les années 60. Et le résultat, c'est que si on regarde la somme des températures, donc base 10 degrés, par exemple, lorsque intervient la dernière gelée, eh bien, depuis 1960, on se rend compte que finalement, on a à peu près, donc, enfin, on a une grande variabilité d'une année à l'autre. On retrouve les grandes années gélives. 2021, donc, qui présente donc finalement quelque part un record de stade végétatif avec ce proxy de base de 10 degrés par rapport à la période depuis 1960. Mais on n'a pas vraiment de tendance parce qu'en fait, on a ces deux horloges qui vont à peu près à la même vitesse. La date de la dernière gelée et la somme de température qui est atteinte à la dernière gelée. Et donc finalement, donc, on a toujours la même sensibilité de la végétation au gel malgré le réchauffement climatique. Donc le réchauffement climatique ne nous préserve pas du gel. Donc là, c'est fait sur une somme de température base 10 degrés. Donc en fonction des variétés, de la sensibilité au gel, on peut trouver des résultats un petit peu différents. Mais voilà, donc il y a des travaux en cours pour illustrer ce travail donc, à l'échelle nationale, en sachant que dans des climats continentaux, notamment de l'Est de la France, on peut avoir au contraire même un signal où la sensibilité des cultures au gel pourrait être aggravée par le changement climatique, donc avec des sommes de température qui augmenteraient lors de l'apparition des dernières gelées. Donc voilà un petit peu cet élément-là qui nous illustre sur une question très particulière le lien entre changement climatique et agriculture. Merci beaucoup. Du coup, il y a 2 ou 3 nouvelles questions, dont une avec la présentation de votre dernière diapo. Notamment une qui est vraiment en lien, là, fini les saintes glaces mi-mai. Est-ce qu'on aura toujours ces saintes glaces? Eh bien, je crois que c'était. Alors, donc, j'avoue que je ne suis pas un expert donc, en calendrier et je crois que je me demande si les saintes glaces n'étaient pas aujourd'hui. C'est en ça. tout cas, voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez choisi la journée pour ça, mais donc, effectivement. Et donc, donc, progressivement, le fait d'avoir du gel pour les saints de glace, donc, effectivement, ça va diminuer, ça sera de moins en moins fréquent. Voilà. Donc, il faudra changer peut-être, voilà, sinon, la date à laquelle donc, apparaissent les saints de glace dans le calendrier. Les scènes de glace, c'est aujourd'hui, demain et après-demain. Voilà, donc on n'aura pas de gel pour les saints de glace. Autre question sur l'évapotranspiration. Il est posé donc par un agriculteur, Jérôme Labérène.
qui demande si l'évaporation, elle est liée aussi à l'augmentation des surfaces de sol sans végétation. Est-ce que cette évolution des pratiques, évidemment, Alors, quand on calcule l'évapotranspiration, le graphe que je vous ai montré tout à l'heure, c'est l'évapotranspiration potentielle maximale. Et donc, elle n'intègre que des variables météorologiques. Elle n'intègre pas la façon dont elle n'intègre pas la végétation en particulier, une végétation particulière et la façon et les pratiques agricoles qui pourraient l'accentuer ou pas. Et voilà. Donc, je laisserai peut-être Monsieur Bunicourt, donc dans la présentation suivante, aborder ces questions des pratiques agricoles. une autre question concernant le jet stream, hein, qu'on sait qu'il y a une descente du jet stream depuis l'Arctique. La question du coup de Gauthier Jacquemin qui nous demande si cette descente du jet stream pourrait contrebalancer le réchauffement des températures, entraînant un maintien des gelées tardives. Est-ce que vous auriez des informations à ce sujet? Alors, donc, si on regarde ce qui s'est passé cet hiver, donc, voilà, donc il y a eu effectivement un hiver dans lequel on a eu une succession d'épisodes froids. Et donc, c'est bien lié à une configuration particulière de cet hiver. Donc, on a beaucoup parlé du vortex polaire, notamment. Il y a eu des vagues de froid qui ont été très fortes aux États-Unis. Donc, ouais. Donc, on est dans un contexte de cette année particulière où donc il y avait des circulations froides un peu plus importantes vers les régions tempérées. À l'inverse, on avait des épisodes de très forte douceur sur les régions arctiques polaires. Donc ça, c'est lié à la variabilité naturelle du climat. Et on a déjà connu dans le passé et on en aura encore dans le futur. Quand on fait de la climatologie, eh bien, on fait des moyennes sur 30 ans et donc, voilà. Et donc la tendance de fond, c'est pas celle-là. La tendance de fond, c'est le réchauffement, un réchauffement qui est plus marqué l'été que l'hiver, mais un réchauffement qui est aussi sensible l'hiver et au printemps. Donc on ne s'attend pas à avoir plus de gelée, au contraire, on s'attend à avoir moins de gelée. Et la problématique, c'est d'avoir plus de chaleur au cours de l'hiver, en fin d'hiver notamment, et qui accélère les stades végétatifs. C'est ça le sujet par rapport au gel. Très bien, merci. Pour une autre question sur les précipitations de Vincent Labarre. La baisse pas de baisse sensible des précipitations, mais une répartition différente, effectivement. Cela cautionne-t-il la création de ressources de stockage multi-usages? Alors, je ne suis pas sûr que ça soit à moi de répondre ça. Donc, le climatologue, lui, il pose le diagnostic. Et après, donc, au secteur professionnel et à l'ensemble des acteurs de la société de savoir comment est-ce que l'on doit s'adapter. Donc, là aussi, je pense que peut-être M. Budicourt abordera ces questions. Ce sont des questions qui sont difficiles. Voilà. Et donc, qui derrière, voilà, c'est quel, de quelles ressources on dispose et comment est-ce que l'on imagine la partager demain. Et quand on est sur cette question donc des retenues de substitution, donc voilà, donc on se pose vraiment la question de l'adaptation. Et voilà, c'est des sujets difficiles. Ça pose la question de quelle agriculture demain. Donc voilà, j'aurais pas la prétention d'y répondre. Mais voilà, le constat climatique, finalement, c'est une donnée d'entrée importante pour ce débat. Effectivement, on aura peut-être la réponse tout à l'heure dans la deuxième présentation. Et enfin, une dernière question de Karine Liéron du conseil départemental qui se pose la question sur le réchauffement climatique. Est-ce qu'on imagine que d'ici 30 ans, on aurait un climat du style espagnol, Huesca ou Saragosse? Est-ce que c'est quelque chose auquel on peut s'attendre? Alors donc, on regarde donc une façon de représenter le changement climatique, c'est d'utiliser des analogues et c'est de dire le climat que l'on a que l'on aura dans 20 ans, ça correspond au climat de quelle région plus au sud. Donc, quand on fait cet exercice, alors bon, la difficulté, c'est que quand on regarde le climat, normalement, il n'y a pas que la température. Il devrait aussi avoir les précipitations. Donc, si on descend du côté aragonais, donc on trouve des climats qui sont beaucoup plus secs et donc ils sont difficilement comparables au climat que l'on a aujourd'hui. Donc, voilà, donc voilà, le désert des Bardenas, c'est pas ce qu'on attend pour le Gers dans les 20 ans, si c'est pour rassurer. Euh,
voilà, les auditeurs. Et, mais effectivement, donc, alors, je vous ai dit 1 degré, 1,5 degré de plus. Bon, ça nous amène plutôt quand même vers les régions méditerranéennes françaises avant d'aller directement en Espagne. Donc, pour aller, par exemple, du côté de l'Andalousie, ça, c'est le scénario fin de siècle RCP 8.5, c'est 4 degrés, c'est les écarts qu'on a avec ces régions-là. Donc, ce n'est pas l'horizon 2050, c'est l'horizon 2100 et un horizon 2100 dans lequel l'atténuation n'aurait pas été très efficace. Merci beaucoup, du coup, Monsieur Soubérou. On aura un autre petit temps d'échange si à la fin, là, si des questions vous viennent. Donc, vous pouvez toujours les mettre dans la discussion. Et donc, je vais donner la parole à Monsieur Bunicourt, donc de la Chambre d'agriculture du Gers. Donc, il va faire une présentation changement climatique et agriculture avec voilà, un focus sur Climat 21 et l'étude Climat Gris. Du coup, Monsieur Bunicourt, je vous laisse la même. Alors, bonjour à tous. Voilà, est-ce que l'écran est bien visible? C'est tout bon. Bon, parfait. Bonjour, donc merci pour cette invitation. Donc, je vais d'abord me présenter, bien sûr, Jean Bunicourt. Alors, comme vous l'indiquez, je suis responsable à la Chambre d'agriculture d'un pôle qui s'appelle Innovation Système de production, dans lequel, effectivement, nous sommes amenés à traiter un certain nombre de questions en lien plus ou moins directement avec ce problème de changement climatique, et je vais y revenir au cours de mon exposé. Le changement climatique interroge évidemment l'agriculture au niveau de ses impacts sur la production agricole, des adaptations possibles donc de nos pratiques culturales, de nos techniques culturales par rapport à ces impacts qui ont déjà été bien qualifiés au cours de la précédente intervention. Et puis, bien sûr, l'agriculture doit aussi participer à l'effort collectif d'atténuation de ce changement climatique, des effets liés en particulier à l'émission des gaz à effet de serre. Donc, je vais, dans mon intervention, essayer de traiter ces différents aspects. Alors, en illustrant cela, au travers de la présentation de 2 programmes de travail dans lesquels les chambres d'agriculture sont engagées. Alors, le premier, c'est Climat Gris, et là, on se situe au niveau national. C'est un projet donc, dans lequel les chambres d'agriculture essayent de collecter un certain nombre de données pour simuler le changement climatique, donc à partir de modèles. M. Soubérou en a cité un certain nombre. Donc là, les données dont je vais vous parler, bon, alors moi je ne suis pas météorologue, hein, donc les modèles, je ne les connais pas dans le détail, mais là il s'agit du modèle Aladdin. Donc ce sont des simulations qui sont réalisées donc, sur 3 horizons, 1970, 2030, 2080, chaque horizon couvrant une trentaine d'années autour de la date pivot. Et donc, on a essayé de voir un petit peu ce que donnaient ces projections sur 3 sites du département. Alors, pourquoi les 3 sites? Donc, c'est Eauze, Mauvezin, Mirande. Parce que sur ces trois régions du département du Gers, on a des systèmes de production différents. Mauvezin, on est plutôt sur les grandes cultures en sec. Mirande, on est sur les grandes cultures irriguées et polyculture élevage. Et Eauze, on est dans le domaine de l'armagnac et de la viticulture. Voilà, donc on a essayé de voir, donc de projeter ces évolutions climatiques sur également nos systèmes de production. Alors, pour entrer tout de suite dans le détail, je ne vais pas évidemment reprendre tout ce qui a été dit précédemment, bien sûr le confirmer, mais voilà, en gros, les éléments dont on dispose donc, lorsque on réalise ces projections dans le cadre de l'étude Climat 21.
Donc, sur chacun des 3 sites, là, on parle de l'évolution de la température moyenne annuelle. Bon, on constate les augmentations qui ont été citées précédemment. Donc, avec notre modèle, on est à une augmentation moyenne de 1,4 degré dans les années 30, donc par rapport aux années 70, et de 3,1 degrés dans les années 2080, par rapport donc à la période de référence. Bon, il y a un écart léger entre le site de Mirande et les 2 autres sites, le site de Mirande présentant des valeurs un tout petit peu plus élevées, de l'ordre de 0,4 degrés. Je ne sais pas si c'est très représentatif. Voilà. Et ce qu'on constate aussi sur ces graphiques, c'est qu'il y a une variabilité interannuelle qui est relativement élevée aussi, mais avec une tendance marquée à la hausse. Alors, en commentaire général, ce qu'on peut remarquer, c'est qu'une année considérée comme chaude pendant les années 70, ici en vert, eh bien, elle est plus fraîche qu'une année considérée comme froide durant les années 80. Bon, tout ça a été largement développé précédemment. En cumul de précipitations, cumul mensuel de précipitations, là aussi, des éléments qui ont été décrits précédemment. On a une répartition mensuelle des pluies qui évolue dès les années 2030, par rapport à la référence 1970. Et cette évolution se poursuit dans les années 80. Alors, le modèle met en évidence plutôt une diminution globale des précipitations. On a vu dans l'exposé de M. Soubeyroux que tous les modèles ne s'accordaient pas forcément là-dessus pour notre territoire, mais celui-ci met plutôt en évidence une réduction des précipitations et surtout une répartition donc différente. Et la forte diminution des précipitations, elle est surtout marquée pour les mois de juillet et d'août. C'est très marqué sur cette carte. Alors là, c'est pour le secteur des Hauts, mais on a exactement la même chose sur les autres secteurs, que ce soit Mirande ou que ce soit Mauvesin. Donc les valeurs des mois de mai et de juin diminuent également, mais plutôt après les années 30. Voilà, et on n'a aucun mois qui est en augmentation entre les années 1990 et les années 2080 sur ce modèle. Donc, globalement, c'est plutôt, en fait, on le voit bien sur les mois de juillet et août que la baisse est la plus importante et expliquerait dans ce modèle la baisse globale sur l'année. Alors, à partir de ce projet Climat 21, donc on essaie de se projeter sur des indicateurs climatiques, on vient d'en voir 2, mais également sur des indicateurs agroclimatiques. Alors, ces indicateurs agroclimatiques, ils permettent d'analyser la faisabilité de la production agricole sous l'influence du changement climatique. Alors, un de ces indicateurs ici, c'est cet indice de Winkler, qui est la somme des températures basse de 10 degrés du 1er avril au 31 octobre. Alors, on a observé l'évolution de cet indicateur sur le secteur des hausses, parce qu'en fait, cet indicateur est particulièrement examiné en viticulture. Donc, effectivement, ce qu'on constate là, c'est assez marqué donc, sur les 3 courbes, hein, toujours pareil, en bleu 70, années 70, en vert les années 2030, en orange les années 80. On a une somme des températures qui augmente significativement au XXIe siècle par rapport à la période de référence des années 1970. Et donc, il est d'environ 280 degrés jour, donc basse 10 degrés, entre les années 70 et les années 2030, puis de 430 degrés jour entre les années 2030 et 2080. Donc cette évolution, ça fait passer notre vignoble d'Armagnac de la catégorie indice. Alors il y avait ces indices de Winkler, ils sont caractérisés par catégorie. Donc là,
On était jusqu'à présent dans les années 70 en catégorie 2. On passerait en catégorie 3 dans les années 2030 et dans la catégorie 5 dans les années 2080. Il y avait tout à l'heure une question là, est-ce que notre climat va ressembler à celui de l'Aragon dans les années à venir? En fait, si on se réfère à cet indice-là, le niveau 3 qu'on atteindrait dans les années 30, ben, ça correspond à celui de Montpellier aujourd'hui ou de la ville de Porto, la région de Porto. Et l'indice 5, ben, c'est celui de la région de Jerez en Espagne aujourd'hui et ou d'une région viticole australienne. Donc, et ça, donc, à l'horizon 2080. Alors ça impacte fortement la phénologie de la vigne, c'est-à-dire que, en fait, ça va induire un avancement de la période de floraison et des périodes de récolte, de vendange de la vigne, donc avec un impact qualitatif en lien direct donc avec cet avancement de la période de vendange, avec la hausse des températures. Donc, en résumé, une baisse de l'acidité, une augmentation de la teneur en sucre. On a quelque chose qui va impacter directement le volet qualitatif là, de nos vins Côte de Gascogne, qui sont justement caractérisés par un certain niveau d'acidité. Et donc, voilà, une réelle problématique pour notre vignoble actuel. Bon, sans parler de l'avancement de la floraison, on a vu tout à l'heure l'incidence que ça pouvait avoir, même si effectivement les dates le nombre de jours de gel va diminuer, mais l'avancement des dates de floraison peut justement être quand même problématique aussi, comme on le voit cette année. Donc, à court terme, pour s'adapter à cela, ben, il y a effectivement des adaptations possibles au niveau des itinéraires techniques. Donc, en particulier, à partir de… Bon, alors, on réfléchit sur l'utilisation de l'irrigation par rapport à ça, au niveau des itinéraires techniques. Donc, l'idée, là, ce n'est pas de produire plus, mais c'est de permettre à la vigne de passer de façon moins stressante cette période estivale avec une augmentation de température pour conserver au raisin donc, le caractère qualitatif qu'on souhaite lui conférer dans le cadre de nos appellations. Donc, on entend de plus en plus parler de possibilités d'irrigation de la vigne et c'est des choses qui sont en test dans le département actuellement. C'est en lien avec ce volet qualitatif. On a aussi, à plus long terme, très certainement, une évolution souhaitable du matériel végétal, faire évoluer nos cépages pour les rendre plus adaptés à cette évolution. Là aussi, on a des travaux en cours au niveau de la Chambre d'agriculture, en particulier en lien avec l'Institut français de la vigne et du vin. On travaille sur ces questions-là et sur notre domaine expérimental de Mons, on a des cépages qui vont être d'ores et déjà mis en place, en test, en expérimentation là, sur ces questions-là. Un autre indicateur agroclimatique, bon, on en a un petit peu parlé précédemment, c'est l'indice de fraîcheur des nuits, donc la moyenne des températures minimales journalière donc, du 1er au 30 septembre. Donc là aussi, comme vous voyez sur ces courbes, eh bien, cette moyenne, elle augmente, cet indice, il augmente significativement au XXIe siècle par rapport à la période précédente. Et donc, ça va faire là aussi passer notre vignoble d'Armagnac dans des limites. Aujourd'hui, on était dans une catégorie nuit très fraîche dans les années 70, à une catégorie nuit fraîche dans les années 30 et à la nuit tempérée dans les années 80. Donc là aussi, ça va nuire, ça peut affecter les phénomènes en cours au moment de la maturation des raisins. Donc là aussi, en affectant les composés aromatiques du raisin et l'acide malique dont on parlait déjà précédemment, là en particulier en lien avec l'acidité.
Donc là aussi, donc, quelque chose de préoccupant qui se conjugue au phénomène précédent. Et puis, donc, on a regardé comme autre indicateur agroclimatique donc les jours échaudants, le nombre de jours échaudants. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a également vu précédemment dans la présentation précédente. Donc le nombre de jours entre le 1er mai et le 30 juin, où la température maximale journalière est supérieure ou égale à 25 degrés. Donc on a une forte augmentation là qui est prévue. Et donc ça va affecter bien sûr toutes les productions. Alors là, on a plutôt étudié cet indicateur sur les secteurs de Mirande et de Mauvesin. Bon, je pense qu'on doit pouvoir observer la même chose sur Eos, et avec là aussi une incidence sur la viticulture. Mais là, on l'a observé plutôt par rapport aux problématiques céréales. Donc vous savez que c'est déjà quelque chose qui est on va dire un facteur limitant en termes de rendement dans notre département. Alors c'est en plus quelque chose qui est accentué dans la partie est du département par le phénomène du vent d'automne. Mais l'augmentation des températures va renforcer ce phénomène-là, et donc avec un impact sur le remplissage des grains pour céréales à paille, que ce soit le blé, que ce soit l'orge. Donc remplissage des grains et bien sûr rendement. On considère aujourd'hui qu'un jour échaudant, durant la phase de remplissage du grain, entraîne la perte d'environ 1,5 quinto par hectare de rendement pour le blé tendre. Donc vous pouvez mesurer donc, effectivement cette incidence par rapport à la situation donc, qui est envisagée. Donc, par rapport à ça, en termes d'adaptation, bien là aussi, c'est au niveau des itinéraires techniques, c'est-à-dire essayer d'avancer les dates de semis pour être le moins possible impacté en fin de cycle par cette augmentation de jours échaudants. Recourir donc à des variétés plus précoces. Et puis, bon, ça, c'est des choses à l'étude qui sont plus dans le domaine de la recherche. L'utilisation de variétés qui seraient résistantes au stress thermique. Bon, mais c'est quand même des choses qui sont à l'étude très sérieusement. Et on a d'ores et déjà aussi, alors sur d'autres cultures, plutôt des cultures d'été, des maïs par exemple, qui sont plus adaptés à ces conditions séchantes et à l'augmentation du nombre de jours concernés. Pardon. Voilà, et puis après le nombre de jours de gel donc sur la période du 1er mars au 30 avril, donc ça on l'a vu également précédemment. Donc, alors on l'a vu et on l'a analysé par rapport au phénomène du gel et des gelées tardives qui a pu y avoir, enfin tardives entre guillemets, qui a pu y avoir cette année, qui ont impacté la viticulture, l'arboriculture, mais qui ont quand même aussi impacté un petit peu les grandes cultures, hein, en particulier le blé, enfin les cultures de céréales, et d'une façon un peu plus importante, les protéagineux, les oléagineux qui avaient été semés donc, et qui étaient en période de floraison au moment de ce gel. Bon, là, le fait que le nombre de gelées, le nombre de jours de gel diminue, eh bien, ça doit pouvoir permettre peut-être de semer aussi de façon plus précoce, d'avancer les dates de semis des cultures d'été, là toujours pareil, pour essayer d'être moins présent en période de sensibilité, de stress hydrique en période estivale. Voilà, donc je passe. Alors, il y a des choses très concrètes là qui sont d'ores et déjà à l'étude pour s'adapter à ces évolutions. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure sur l'étude Climagri, puisque, par exemple, la faisabilité d'un tour de sol en dérobé, après une serre à la paille, ce sont typiquement, effectivement, des solutions qui sont préconisées dans ce cadre-là. Alors, Monsieur Binicourt,
je vous coupe parce que le temps passe très vite et du coup, D'accord. c'est déjà l'heure, mais je vous laisse quelques minutes pour finir sur Climagri. Voilà. Donc, je termine sur Climagri. Donc, Climagri, c'est une étude qui a été conduite par la Chambre régionale et donc qui visait à définir donc des pratiques agricoles favorables donc à l'adaptation de l'agriculture à la fois au changement climatique, mais également permettant de participer donc à cette transition de nos systèmes pour participer à l'atténuation des effets. Et donc, on a défini 4 scénarios au niveau de Climagri, partant d'un diagnostic des pratiques actuelles, des surfaces, des systèmes de production en place, et 4 scénarios qui prennent en compte à la fois l'évolution des politiques agricoles, la demande sociétale, des objectifs en matière de réduction de gaz à effet de serre et bien sûr les évolutions climatiques. Donc, je passe sur les éléments de diagnostic pour en venir à ces 4 scénarios qui aujourd'hui sont importants parce qu'en fait, ils guident quelque part nos actions au niveau agricole et en particulier au niveau des chambres d'agriculture en matière d'expérimentation et en matière de développement agricole. Donc, tout ça pour vous dire que je vous laisse regarder les 4 scénarios, mais au niveau de la Chambre régionale d'agriculture, le scénario retenu pour l'instant est le scénario numéro 4, donc une agriculture productive et territorialisée, avec une région Occitanie qui devient plus autonome et qui soutient la production agricole régionale, qui s'approprie une identité territoriale avec des filières de qualité, renforçant du lien avec le local et le circuit court, et investissant dans des installations pour sécuriser l'irrigation. On en a parlé tout à l'heure dans les questions. Voilà, tous ces 4 scénarios, ils ont été évalués par rapport à leur impact en termes de potentiel nourricier, de consommation d'énergie, de production de gaz à effet de serre, et donc qualifiés par rapport à ces différents indicateurs. Et donc, les leviers d'action ont également été proposés. Donc, sécuriser et développer l'irrigation, développer l'agriculture de conservation des sols, développer le système de 3 cultures en 2 ans, c'est ce que j'évoquais avec le tournesol en dérobé. Le principe, c'est simple, c'est qu'aujourd'hui, on a dans nos assolements souvent une culture de vente annuelle. Là, l'idée, c'est d'en avoir 2. Et sur une année, ou du moins d'avoir sur 2 ans, 3 cultures. Et donc, l'évolution climatique nous permet de récolter, de moissonner des céréales d'hiver plus tôt, début juin par exemple, et donc d'installer, d'implanter une culture d'été en suivant, qui sera récoltée l'année même. Voilà le principe. Donc, parmi les autres leviers d'action, on a le développement des productions de qualité, dont l'agriculture biologique, l'optimisation de la gestion des systèmes fourragers, et ça c'est essentiel. Et là aussi, on est déjà dans des adaptations aujourd'hui des systèmes, avec beaucoup plus de fourrage en interculture, que ce soit en interculture d'hiver, mais que ce soit aussi en interculture estivale. Bien sûr, le développement des énergies renouvelables et des économies d'énergie, et puis la valorisation de la production en local et du commerce équitable. Alors, tout ceci est disponible, le programme Climagri, l'étude Climagri est disponible sur le site de la Chambre régionale d'agriculture. Je vous invite à consulter cette étude. Et pour terminer, j'ai l'habitude de présenter cette slide qui est tirée d'une étude de l'ADEME et qui illustre les leviers en agriculture pour participer à la transition écologique, énergétique et à essayer de participer donc à la réduction, à la réduction du changement climatique, à l'atténuation. Donc avec, vous voyez, différents domaines
qui sont tous plus ou moins en œuvre aujourd'hui et sur lesquels on essaye, au niveau des chambres d'agriculture en particulier, de conduire des actions en accompagnement, en appui aux agriculteurs, en particulier sur le département du Gers. Donc, je suis à votre disposition dans les questions, peut-être pour développer ces aspects-là. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Bunicourt. Effectivement, il y a déjà pas mal de questions, notamment par rapport à l'irrigation et à l'eau. Je laisse Sandrine. Alors, une toute première question qui était par rapport aux premières diapositives, par rapport au vin, au vignoble et la récolte. Donc, Gauthier Jacquemin nous proposait, on va dire, que pour limiter l'augmentation de la teneur en sucre, était-il possible de profiter de l'avancement phénologique de la vigne pour récolter plus tôt? Je pense que vous aviez répondu en partie, mais je vous laisse répondre. Oui. Alors, donc, effectivement, c'est ce qui se produit hein, d'ores et déjà. On constate chaque année un avancement des dates de vendange et ce n'est pas forcément quelque chose de très favorable. Donc, l'idée en avançant avec l'avancement de ces stades phénologiques, c'est que effectivement, on essaye au contraire d'accompagner la maturation un peu plus dans la durée. Alors, soit par le choix de cépages qui sont un peu plus adaptés donc, à ces conditions de stress, on va dire, estivaux, soit au travers de l'irrigation, mais l'avancement du stade et l'accélération de la maturation aujourd'hui n'est pas vécu forcément comme quelque chose de très positif par les viticulteurs. Donc, on est plus dans l'idée d'atténuer cela. Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. Alors, on a plusieurs autres questions qui concernent la partie eau, hein, puisque effectivement, il y a quand même pas mal de questions qui se posent dans le Gers où on sait que, et puis comme on l'a vu précédemment sur les différentes présentations entre vous et Météo France. Donc, comment est-ce que cette augmentation, étonné de voir que le développement de l'irrigation, alors que la ressource en eau est amenée à diminuer. Donc, c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui interviennent sur quel type de culture pour justement pallier à cette adaptation aux précipitations qui vont diminuer. Donc, voilà, il y a plusieurs questions par rapport à ça. Et après, par rapport au stockage de l'eau et la préservation des zones humides, des zones tampons pour favoriser du coup des cultures moins consommatrices en eau. Oui, alors là, c'est effectivement la question de l'eau, c'est une question qui est centrale dans le département du Gers, puisque bon, on est un département, on va dire, avec un fonctionnement hydrologique assez particulier, un département qui est fortement dépendant des possibilités, au moins sur toute sa partie bassin Garonne, c'est-à-dire système Nest, fortement dépendant des possibilités de réalimentation, d'ores et déjà aujourd'hui. Alors, la question de l'irrigation des cultures dans tout ça, elle est plus ou moins centrale parce que, bon, on l'a vu, la période de stress hydrique, de jours échaudants, de jours avec des températures relativement élevées, l'augmentation des ETP également sur la période vont conduire à des situations potentiellement de stress au niveau et de demande en eau au niveau de nos cultures. Alors, cette période, elle augmente sur l'année. Elle n'est pas forcément concentrée uniquement sur les mois de juillet et août, mais on a vu le déficit peut s'aggraver pendant ces mois-là. Cette année est un très bon exemple d'ailleurs hein, par rapport à ça, puisqu'on est passé d'une situation très excédentaire là, au cours de l'hiver à une situation très déficitaire au début du printemps. Enfin, M. Soubérou pourrait largement
largement commenté cela. Et donc, on a été en situation de stress pour des cultures d'hiver, alors qu'on l'est, normalement on ne devrait pas l'être, mais des cultures comme les céréales à paille, comme les céréales d'hiver, comme le blé, comme blé tendre, blé dur, ont été malmenées. Donc, dès le mois d'avril cette année, et on a pu observer de l'irrigation sur ces cultures-là. Donc, l'irrigation, elle est plus vue comme un moyen de réguler la production, c'est-à-dire de faire face à des problèmes météorologiques, des accidents météorologiques qui semblent visiblement amener à se généraliser quelque part, et en fait on a du mal à anticiper ce qu'ils peuvent être. On voit bien que le déficit va se creuser sur la période estivale, mais après, en dehors de cette période-là, on ne sait pas trop non plus à quel régime on va être soumis. Donc l'irrigation est quand même vue comme un moyen pour l'ensemble des productions végétales de pallier justement à ces perturbations au cours de l'année. Bon, je pense que c'est vraiment ça le fondement de la position aujourd'hui régionale par rapport à l'irrigation. Par ailleurs, on est vraiment en train d'observer une évolution importante des assolements parce que les agriculteurs, de toute façon, ils cherchent bien sûr des solutions pour pallier à la fois l'augmentation des températures et puis à ces problèmes de pluviométrie relativement capricieuses. Donc, on cherche les cultures les plus adaptées, et on a aujourd'hui une diversification importante, même dans les secteurs traditionnellement consacrés aux cultures d'été, plutôt comme le maïs. Voilà. Mais le maïs lui-même étant aujourd'hui un peu supplanté, même fortement supplanté par le soja. Dans le département du Gers, on a une forte augmentation des surfaces en agriculture biologique. Et le soja est une base donc, de ces assolements dans nos exploitations en agriculture biologique. Donc, on a un ensemble de choses, mais quel que soit le système de production, je veux dire, le mode de production, qu'on soit en conventionnel, qu'on soit en AB, l'irrigation est vraiment là pour sécuriser les choses et permettre de faire face à ces aléas météorologiques ou climatiques, mais plutôt météorologiques, et cette variation qui est assez imprévisible au final. Alors, la création. Bien, merci. On a d'autres questions par rapport aux couverts végétaux, alors qui ont plusieurs effets, notamment sur l'assèchement des sols dont on a parlé tout à l'heure, et aussi comme protection d'érosion en cas de fortes pluies. Hein, donc, comment est-ce que ces couvertures végétaux sont vues sur l'avenir? On parle aussi d'agroforesterie ou autres couverts végétaux maintenus toute l'année. Oui, tout à fait. Donc, l'idée vraiment, c'est d'optimiser la couverture des sols toute l'année, alors qu'on soit en système grande culture ou qu'on soit en système fourrager, en système élevage. Donc, en système élevage, ça va passer par l'implantation de prairies multi-espèces de longue durée. Alors, avec l'avantage d'avoir la couverture du sol permanente, hein, les prairies permanentes, c'est quelque chose d'essentiel pour justement permettre cette couverture, stocker du carbone, avoir une diversité des espèces végétales, donc, et par là même donc, être moins sensible justement à un moment donné à une période de stress sur certains mois, puisqu'on va avoir des cycles différents selon les espèces. Voilà. Donc, ça, c'est un levier d'action. Et en système grande culture, là aussi, c'est de faire en sorte bien qu'on ait de la couverture en interculture hivernale et peut-être aussi en période estivale, mais vraiment donc d'optimiser cette couverture des sols et justement de diversifier les assolements aussi. Hein. C'est-à-dire qu'en multipliant le nombre de cultures, on réduit normalement les risques d'être impacté par un événement météorologique imprévu à une période de l'année. Voilà, c'est l'idée générale. Donc la couverture des sols le plus possible,
Bon, et puis c'est aussi participer à l'amélioration des sols elles-mêmes. On parlait tout à l'heure d'agriculture de conservation, la réduction du travail du sol, la couverture par des couverts divers, que ce soit des cultures, que ce soit des couverts à vocation uniquement amélioration du sol. Bon, c'est essentiel pour améliorer le sol lui-même, et en améliorant le sol, on améliore sa capacité à stocker l'eau et à rendre cette eau disponible pour les cultures. Donc voilà, c'est un ensemble d'éléments qu'il faut construire dans les systèmes de culture de demain. Merci beaucoup. On a une autre question par rapport aux 4 scénarios. La personne disait que c'est vrai qu'on l'a vu assez vite, votre diapo. Est-ce que le scénario qui est le plus faible impact sur l'environnemental, voilà, quel était le scénario qui avait le plus faible impact en fait sur cette diapo-là que vous aviez montré donc, expliquez un peu votre choix. Voilà, je pense que c'est celle-ci, tout à fait. Alors, le choix qui a été fait au niveau régional, bon, par nos élus, des chambres régionales, c'est le scénario 4 parce qu'on va dire que c'est le plus consensuel, le moins clivant, et celui qui permettait aussi d'atteindre, en termes d'émissions nettes de gaz à effet de serre, une réduction à 40%, bon, qui était un objectif. Alors, quand le travail a été réalisé, je crois que c'était en 2017, donc c'était un objectif compatible avec les ambitions politiques de l'époque au niveau national. Alors peut-être que ces ambitions vont évoluer demain et que effectivement les choses devront évoluer entre le scénario 4 et le scénario 1, qui très certainement au niveau environnemental est le moins impactant, c'est clair. Bon, on n'est pas non plus, comme vous le voyez, il y a aussi cet indicateur-là qui a été étudié dans l'étude Climagri. L'étude Climagri, c'était aussi une étude qui visait, prospective, qui visait à définir des modèles de production permettant de préserver à la région Occitanie son potentiel d'autonomie pour nourrir sa population. Donc, dans le scénario 1, en fait, on n'était plus autonome au niveau régional. C'est la raison pour laquelle donc ce scénario n'a pas aussi été retenu et qu'on est resté sur le scénario 4 qui permettait de concilier à la fois ces objectifs de potentiel nourricier et également des objectifs environnementaux relativement ambitieux. J'ai 2 autres questions qui font suite un petit peu à tout à l'heure votre explication sur le changement de pratique et de type de semis. On nous demande en fait, est-ce qu'il y a des approches expérimentales pour tester des pratiques culturelles qui peuvent être plus adaptées au territoire, à l'évolution du climat, notamment au manque d'eau. Et la question du soja dont vous avez parlé tout à l'heure pour remplacer le maïs, effectivement, il y a aussi des besoins d'irrigation qui sont plus tardifs. Donc, est-ce que c'est vraiment une culture adaptée à notre territoire? C'est une vraie question. Aujourd'hui, disons que c'est une culture qui est adaptée à la demande. À la demande en agriculture biologique, tant en alimentation humaine, et on a des unités quand même de transformation qui sont régionales. Donc, on est vraiment dans quelque chose d'assez vertueux, on va dire, par rapport au soja, qu'en alimentation animale, là aussi avec des unités de transformation régionale. Donc, bon, le besoin, je parle d'agriculture biologique, le besoin voilà, est essentiellement aussi lié à la production. C'est une culture effectivement qui s'irrigue à peu près avec des besoins à peu près similaires à ceux du maïs, mais un petit peu décalés dans le temps. C'est-à-dire qu'on est plutôt en arrière, enfin en fin d'été sur le soja, et donc avec des difficultés que l'on a pu rencontrer effectivement sur notre territoire si ces besoins ne sont pas anticipés. Alors toute la question, c'est aussi de gérer au mieux la ressource en eau disponible. Aujourd'hui, sur le système Nest, on est en gros à 50% stocké, 50% en lien avec le régime, les débits naturels des cours d'eau,
des rivières. Et donc, ce 50% stocké, c'est clair qu'il serait intelligent, très certainement, de prévoir son utilisation sur l'ensemble de la campagne d'irrigation. Mais les choses se compliquent parce que la diversité de l'assolement fait qu'on a des cultures qui s'irriguent un petit peu à tout moment aujourd'hui. Voilà, et on peut avoir des besoins même au moment des semis, comme on a pu le rencontrer cette année, comme on le rencontre parfois à l'automne aussi. Merci. Une réponse aussi un peu à certaines questions du coup de Thomas Roussel de l'OFB, qui précise effectivement qu'il y a aussi l'exemple de semis de trèfle sous blé pour avoir un couvert après récolte pour garder l'humidité. Et c'était une expérimentation qui a été faite notamment avec l'agriculture, la Fédération des chasseurs, le groupe ornithologique gersois, dans ce projet Agrifaune qui permet à la fois effectivement de maintenir un sol humide et couvert après récolte, et puis aussi évidemment un accueil de la biodiversité. Donc c'est un exemple, on vous le fera passer avec du coup un lien. Voilà, c'était plus un exemple aussi de conservation et de maintien des sols couverts. Je regarde les questions, je pense qu'on a à peu près tout traité. Alors, il y avait une dernière question là, qui rebondissait sur les scénarios, qui n'indiquait pas effectivement les besoins de ressources en eau. C'est vrai que cette ressource en eau, c'est toujours une question cruciale pour nous. Sur la ressource en eau, peut-être pour préciser un élément, mais qui a aussi été évoqué, abordé par M. Soubérou et qui le sera, je pense, dans le cadre de vos prochaines conférences là, par Madame Hieron, mais notre système NEST aujourd'hui qui est très dépendant je l'ai dit, à la fois de l'eau stockée dans les réserves et de l'eau liée au régime, enfin au débit naturel des cours d'eau. Ce débit naturel des cours d'eau, et en particulier celui de la NEST, il est lui-même fortement dépendant de l'eau stockée en montagne par l'enneigement. Or, l'enneigement, c'est quelque chose qui, malheureusement, a tendance à fortement diminuer. Et ça, c'est une tendance qu'on observe là, de façon très marquée là, sur ces dernières années. Et donc, le stockage naturel de l'eau en montagne nous fait cruellement défaut là, sur ces dernières campagnes. Donc, quand on parle de création de réserves artificielles, c'est aussi pour essayer de pallier à ce stockage naturel qui aujourd'hui fait défaut. Alors, évidemment, aucun système n'est parfait, mais c'est quand même c'est une tendance quand même que l'on observe aujourd'hui et qui complique énormément la gestion des besoins de l'ensemble des usages sur le système NEST aujourd'hui. C'est vrai également sur l'Adour, hein, puisque là, l'Adour, on est vraiment sur du régime naturel. Principalement, il y a assez peu de stockage artificiel. Donc effectivement, ce sera une question qui sera abordée lors du prochain webinaire spécial sur l'eau, avec le système NEST et la gestion des rivières, on va dire, sur le département. Une dernière question un peu plus technique par rapport du coup à l'augmentation des températures hivernales dont vous avez parlé tout à l'heure. Est-ce qu'il y aurait un risque de problème pour la vernalisation du blé, par exemple, le besoin de ce coup de froid pour germer et produire? Est-ce que ces températures augmentant pour avoir des conséquences sur les productions hivernales? Ce qu'on a constaté aujourd'hui, alors ce genre de problématique, je ne pense pas qu'on en soit là quand même. Hein. Après, peut-être qu'effectivement, il faudra changer de variété, passer sur des variétés peut-être de printemps. Mais ce qu'on a constaté quand même cette année, et c'est un peu la même chose que sur la vigne, c'est que peut-être que les céréales à paille les céréales d'hiver qui ont été plus impactées
par le gel. Alors, même si on n'a pas fait un bilan complet des dégâts, par contre, les semis précoces les plus précoces de blé donc, ont peut-être été plus impactés par le gel de ce printemps. Alors, ça, ce n'est pas en lien avec la question qui a été posée. Sur la question elle-même, bon, moi, je n'ai pas de données pour y répondre précisément. Ce n'est pas forcément un problème auquel on a été confronté ou on pense être confronté dans un avenir proche. Du coup, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Oui, il y en a une qui est arrivée. Sur le gel 2021 du blé, Arvalis a lancé un questionnaire en ligne pour recueillir des données. Ce n'était pas forcément une question, mais plus une remarque. Est-ce que voilà, il y a des dernières questions, soit pour Monsieur Soubérou ou pour la présentation de Monsieur Bunicourt? Je vous laisse quelques instants et après on va pouvoir clôturer. Si c'est tout bon pour vous, on peut clôturer. Vincent, est-ce que tu veux dire du coup un petit mot avant que je clôture? Je voulais remercier l'ensemble des participants et puis nos deux intervenants pour la qualité de leurs interventions qui ont suscité des questions. C'est vrai qu'on est sur des problématiques majeures qui nous intéressent tous. Hein. C'est notre quotidien actuel et futur. On a appris quand même pas mal de choses sur l'avenir et l'impact que ça pourra avoir. Alors là, on a vu l'agriculture, mais sur notre vie quotidienne au sens large. Donc, merci aux intervenants. Et puis, on espère quand même que les mesures d'atténuation pourront voir le jour et avoir une efficacité, parce que sinon, l'horizon de fin de siècle est quand même largement problématique. Donc, merci à tous. Merci Vincent et effectivement merci beaucoup à Monsieur Soubérou, à Monsieur Bunicourt pour leur intervention. Merci à vous tous d'avoir été présents. Donc il y a eu la question dans les discussions. Effectivement, la visioconférence a été enregistrée. Donc on vous fera parvenir le lien. Si vous voulez la diffuser, avec aussi les présentations donc, des deux intervenants. Et pour rappel, donc 2 autres visios sont prévues. Donc la prochaine, c'est le 8 juin, donc un peu plus spécifiquement sur la thématique du changement climatique et de l'eau. Donc ça va faire écho vraiment à ces premières présentations. Donc avec Madame Goulard de l'Agence de l'eau à Dour-Garonne qui nous présentera le plan d'adaptation au changement climatique par rapport au bassin à Dour-Garonne et Madame Liéron du département du Gers pour présenter le SAGE Nest et Rivières de Gascogne. Donc ça sera le 8 juin. Et donc la dernière, le 6 juillet, un peu plus sur la thématique de la biodiversité avec l'intervention donc de Monsieur Roussel de l'OFB qui présentera le diagnostic territorial qu'ils ont réalisé dans le Gers et Madame Lemouzy de l'ADASEA pour présenter voilà, les outils mis en place sur le territoire par rapport à la préservation de la biodiversité. Merci encore à tous. On vous fera passer donc tous ces documents prochainement. Je sais que certains se sont inscrits aux autres visios, donc on aura le plaisir de se revoir. Si vous avez des questions d'ici là, vous pouvez nous joindre au CPIE par mail ou par téléphone. Il y a pas de souci, on reste disponible. Donc merci à tous et on vous souhaite une bonne journée et à très bientôt. Merci. Merci. Merci, au revoir. Merci.
Merci, à très beaucoup, au bientôt. revoir. Au revoir. Au revoir.